Dans le cadre de votre travail, vous dites qu'il y a d'autres gènes dans la santé prédictive et préventive qu'on doit connaître en tant que patient éventuellement pour optimiser son vieillissement. Quand je dis optimiser le vieillissement, c'est de ralentir et d'éviter d'avoir des maladies inflammatoires, enfin des maladies chroniques. Oui, vous avez également un gène qui est très intéressant qu'on appelle la déiodinase de type 2, la DIO2. J'ai jamais entendu parler de ce gène. Quel est son rôle et pourquoi on va le doser? En fait, c'est un gène qui va être à l'origine de la production d'une enzyme, et c'est une enzyme de conversion de la préhormone thyroïdienne inactive T4 en hormone thyroïdienne active T3. Vous avez des hormones au niveau de la thyroïde, qu'on appelle T4, T3. La T4 est une hormone inactive, et cette hormone doit se transformer en T4, hormone active, afin de contrôler le métabolisme. Plus la T3, l'hormone active, est basse, dans le bilan sanguin, et plus vous avez un ralentissement du métabolisme. Moi, j'appelle ça un peu le moteur de l'organisme, la thyroïde, et plus votre T3 est basse, et plus le moteur est ralenti. Quel est le rôle du gène? À quel moment on va doser ce gène? À quel moment vous allez dire, tiens, il faudrait que moi je prescrive ces dosages génétiques à mon patient? Parce que moi je connais qu'on vient voir, enfin éventuellement on dose classiquement T3, T4, mais j'ai jamais entendu parler de ces gènes. Et donc, dans quel cas vous allez prescrire cet examen? Alors, je prescris le dosage de la DIO2 pour les patients pour lesquels on sent qu'il y a un ralentissement du métabolisme. Des patients qui vont me dire, je me sens fatigué tout le temps quand je me lève le matin, j'ai l'impression que j'ai pas fini ma nuit. Les patients qui me disent, j'ai plutôt une humeur plutôt triste. Vous savez qu'il y a à peu près 30% des patients qui ont un antidépresseur dans le sac pour rien. Ils ont juste un frein métabolique au niveau thyroïdien. Le fait d'avoir un ralentissement de la thyroïde, on va avoir une humeur qui est plutôt triste. Et la première réponse du médecin, ça va être, je vous donne des antidépresseurs parce que vous avez une tendance dépressive. Et c'est plutôt la thyroïde qu'il faut regarder, et de très près. Et une T3 qui est basse peut être associée à effectivement un syndrome dépressif. Dans les symptômes également de frein moteur, vous allez avoir la température qui est diminuée. Les personnes qui ont toujours un peu les extrémités des doigts froids ou les pieds froids, là c'est pareil. On peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un ralentissement du moteur? Les personnes qui ont un drainage lymphatique qui est un peu ralenti, c'est-à-dire qui ont toujours des tendances à avoir les doigts gonflés, les pieds gonflés, les jambes gonflées. Les femmes qui ont des règles abondantes, elles retiennent là aussi beaucoup d'eau. Là, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un ralentissement de la thyroïde? Les personnes qui vont avoir une lourdeur à l'estomac ou des ballonnements parce qu'ils ont les enzymes qui fonctionnent au ralenti, là aussi. Un transit qui est ralenti, un endormissement qui est ralenti, une immunité ralentie. Les personnes qui vont faire des infections à répétition, on se dit, mais pourquoi il fait tout le temps des infections à répétition? Ça peut être une T3 qui est un peu basse, hein, qui favorise des troubles de l'immunité. Pourquoi vous allez tester le gène plutôt que juste dire vous avez une T3 ralentie? Pourquoi vous mentionnez justement cet examen génétique? L'examen génétique d'iodinase de type 2 va permettre de connaître l'enzyme de conversion qui permet de transformer la T4 en T3. Il y a des personnes qui ont des défects de cette enzyme de conversion sur le plan génétique. Il y a des variations génétiques, des polymorphismes génétiques qui font que la transformation de T4 en T3 ne se fait pas bien parce qu'ils ont des défects au niveau de cette enzyme. Donc, quelqu'un de normal devrait transformer sa T4 en T3 au même niveau, et les personnes qui ont un défect vont avoir une tendance à avoir une T3 beaucoup plus basse parce que l'enzyme de conversion fonctionne moins bien. Ils auront des tendances hypothyroïdiennes, alors que si on dose que la T4, on va s'apercevoir qu'on est plus ou moins dans la norme, et si on dose pas la T3 et qu'on vérifie pas la T3 et qu'on vérifie pas la déiodinase, on peut pas savoir s'il y a un défect qui fait qu'on a une tendance à avoir une T3 beaucoup plus basse par rapport à quelqu'un de normal qui n'a pas cette déficience génétique. Donc ça représente 15% de la population, des personnes qui ont un défect génétique. Donc c'est important de checker cette enzyme sur le plan génétique afin de voir si elle fonctionne bien, si la conversion de la T4 en T3 se fait bien. Est-ce que c'est possible de corriger une T3 si on ne connaît pas le statut génétique? J'ai envie de vous poser la question. Oui, l'épigénétique, là aussi, va jouer un rôle important. Quand on parle de l'épigénétique, c'est le style de vie. Hein. C'est enfin, l'environnement qui va avoir une action sur le gène pour allumer le gène, pour éviter qu'il soit éteint ou pour l'activer en fait. J'aimerais mieux comprendre. Aujourd'hui, on teste quand on a ces symptômes que vous évoquez, la fatigue extrême, le froid dans les extrémités, l'engourdissement des jambes, etc. On teste la fonction thyroïdienne avec les T3, T4, si je comprends bien, docteur Garofalo. Pourquoi il faut rajouter là-dessus le test génétique dont vous parlez? Si tout simplement vous allez voir que la T3 est déficiente, bah, vous allez me donner de la T3. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en médecine de ville, on dose généralement la TSH pour les patients quand on a un doute sur la thyroïde. Et on espère trouver une tendance haute de la TSH.
en faveur d'une hypothyroïdie, d'un ralentissement du métabolisme. Mais le problème, c'est que la TSH, elle peut varier avec le stress. Donc des fois, c'est pas un bon indicateur du niveau thyroïdien. C'est une hormone hypophysaire qui est fabriquée par l'hypophyse, une glande qui est à la base du crâne. Et c'est beaucoup plus intéressant de doser la T4. Alors déjà, la T4, ça va nous donner juste une indication de la préhormone thyroïdienne. Et selon le niveau de la T4, si la T4 est dans des valeurs hautes du laboratoire, là on se dit, bon, bah, ça va. Si la T4 est plutôt dans une tendance normale, médium ou normale basse, le fait de connaître le statut de la déiodinase de type 2, Donc l'examen génétique. on va se dire, si la T4 elle est plutôt basse, forcément la T3 sera encore plus basse. Et là, on aura beaucoup plus de symptômes d'hypothyroïdie. Et ça, on ne peut pas le savoir Si on n'a pas fait l'analyse génétique de la déiodinase. Donc, si c'est le cas, si on est déficient sur le plan génétique de la déiodinase et qu'on a une T4 basse, le but, c'est de faire en sorte qu'on augmente le plus haut possible la T4 afin de tirer la T3 vers le haut. Comment on augmente la T4, la préhormone? Là, c'est l'alimentation. On ne va pas fabriquer de la T4 comme ça n'importe comment. Il faut de l'iode pour fabriquer de la T4, il faut du fer, il faut de la vitamine D, il faut des acides aminés comme la tyrosine qu'on trouve dans le jaune d'œuf. Tous ces éléments vont servir à fabriquer la T4. Et le fait d'optimiser ces nutriments, ça va permettre d'augmenter la T4 et d'essayer de refaire remonter vers le haut la T3 afin d'effacer les symptômes de frein moteur qu'on peut avoir. Qu'est-ce que vous appelez le frein moteur? C'est tous les symptômes dont je vous ai parlé, ralentissement de l'énergie, fatigue dès le matin, ralentissement de la mémoire, de la concentration, ralentissement de l'humeur, ralentissement de la température, frilosité, ralentissement du drainage lymphatique, ralentissement de l'endormissement, ralentissement de la croissance des ongles mou cassant, ralentissement de l'immunité, tous les signes de ralentissement de votre métabolisme. Ce que je trouve quand même incroyable dans cette histoire, c'est que on voit le côté 360 de cette médecine préventive. J'adore ça parce que on parle de notre génétique et à partir de notre génétique, on détermine nos risques. Elle nous sert finalement à aider dans la gestion du risque, dans la prévention du risque, dans la connaissance de notre risque, donc de la gestion et de nous aider à aller mieux. Si on ne fait pas appel à ces tests génétiques qui sont disponibles aujourd'hui, c'est qu'on se prive d'un levier d'action sur notre longévité, enfin sur notre. Quand j'ai dit la longévité, c'est vraiment augmenter l'espérance de vie en bonne santé. C'est ça. Exactement. Tous ces gènes, que ce soit la FUT2, le MTHFR, la POE, la DIO2, tout ça, ça va nous donner des indicateurs pour dire comment on peut optimiser notre santé et vivre le plus longtemps possible, afin de les activer, afin de faire en sorte qu'ils soient soit calmés, soit exprimés, via l'environnement, via l'épigénétique, c'est-à-dire l'environnement, notre bonne hygiène de vie. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le génétique, c'est un ensemble. D'accord. C'est des facteurs additionnels. Vous avez le génétique, comme je disais, il y a l'alimentation, l'apport extérieur. Il faut bien alimenter notre bonne flore par des fibres, par des oméga 3. Il faut d'autres éléments qui vont optimiser le biose, c'est-à-dire une bonne flore intestinale. Puis aussi le stress, également l'activité physique, l'hydratation, beaucoup de choses qui sont autour, la bonne mastication. La mastication, c'est essentiel, parce que si on ne prend pas son temps de mastiquer, là aussi on va créer ce qu'on appelle du mimétisme antigénique. L'aliment qui est broyé dans la bouche, qui est baigné avec les enzymes salivaires, vont être complètement dégradés. Ça va tomber dans l'estomac. Dans l'estomac, il va y avoir le rôle des enzymes digestives, gastriques. Ensuite, ça va aller dans l'intestin. Là, il va y avoir également une douche enzymatique. Tout ça, c'est une chaîne. Et chaque élément est essentiel pour participer à la destruction de l'aliment et le mimétisme que peut représenter l'aliment en termes d'antigènes. C'est-à-dire que si l'aliment n'est pas complètement dégradé, face aux défenses immunitaires, de l'autre côté de la barrière intestinale, on va avoir un aliment peu dégradé si la mastication n'a pas été faite, et ça peut mimer un antigène, un danger, qui va être reconnu par nos défenses comme un danger alors qu'on est face à des aliments, et on va stimuler les défenses immunitaires qui vont fabriquer des cytokines inflammatoires qui peuvent voyager dans le sang et créer de l'inflammation à distance là aussi. Et quand on parle de l'inflammation à distance, donc encore une fois, on provoque des maladies inflammatoires, des maladies chroniques. Exactement. Donc le fait de ne pas mastiquer, de ne pas prendre son temps, de ne pas détruire complètement l'identité antigénique que pourrait représenter l'aliment,
Parce qu'il y a un mimétisme vraiment antigénique, c'est-à-dire que l'aliment peut mimer un antigène, un danger pour le corps. Le fait de ne pas détruire cette identité antigénique, ça peut être à l'origine d'inflammation. Là où on a le plus de défense immunitaire dans le corps, c'est au niveau intestinal. Vous avez 80% des défenses immunitaires qui sont tout le long de la barrière intestinale. On ne peut pas faire rentrer n'importe qui dans le corps. Et de l'autre côté, vous avez la flore intestinale, vous avez le bol alimentaire. Et ce bol alimentaire peut mimer un antigène et créer de l'inflammation, stimuler les défenses immunitaires et être à l'origine de cytokines, de production de cytokines inflammatoires. Juste un mot sur la mastication pour revenir. Qu'est-ce qui va vous permettre de dire que le patient ou la patiente mastique mal et c'est l'origine d'une partie de ses problèmes et qu'est-ce que vous allez lui conseiller? Souvent, ce que je dis aux patients, est-ce que vous êtes le premier à sortir de table? C'est vraiment la question typique, hein. Quelqu'un qui mange vite, il est tachyphage. Et le fait d'être tachyphage, c'est pas bon, parce que ça veut dire qu'on n'a pas pris le temps de bien mastiquer. La tachyphagie, ça veut dire qu'on prend pas son temps de mastiquer. Et là, dans ce cas-là, la nourriture va tomber directement dans l'estomac, sans avoir été broyée par les dents et sans avoir eu l'action des enzymes salivaires. Et les enzymes digestives vont faire leur boulot, mais ils vont pas faire le boulot des autres. Chacun son boulot. On est dans une chaîne. C'est comme une chaîne taylorienne, chacun fait son boulot, et si quelqu'un ne fait pas son boulot, c'est à l'origine de problèmes. Qu'est-ce que je risque si je mastique pas bien et si je sors le premier de la table? Justement, ça va créer de l'inflammation, ça peut être à l'origine de prise de poids. Moi, il y a des personnes, il y a vraiment des patients à qui j'ai fait perdre du poids juste en maîtrisant la mastication. De quelle manière je veux savoir si j'ai bien mastiqué? Alors normalement, on doit avoir une bonne bouillie dans la bouche. C'est-à-dire qu'on doit avoir quelque chose qui est vraiment qui est complètement décomposé avant de pouvoir avaler. Il ne faut pas qu'il y ait des morceaux. Hein. À partir du moment où il y a des morceaux, difficilement attaqués par les enzymes digestives. Hein. Donc, quelle sera la recette, selon vous, du bon vieillissement, du bon avancée de l'âge, ou peut-être on peut dire même quelle sera la recette ou les recettes pour ralentir notre vieillissement, en tout cas le vieillissement cellulaire? Alors, c'est un ensemble un peu complexe. Il faut savoir qu'il y a à peu près 5% de nos gènes qui s'expriment. Donc, c'est important d'avoir une association entre la génétique, l'épigénétique. Donc, c'est important de connaître aussi ces gènes, car en connaissant ces gènes, on va savoir comment les éteindre ou éviter qu'ils s'allument. Donc, évidemment, connaître ces gènes, c'est important, mais il faut avoir également une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, ne pas avoir de stress, une bonne mastication, éviter les antibiotiques qui peuvent altérer aussi la flore intestinale, vraiment les donner de façon avec beaucoup de parcimonie. Faire attention, il faut vraiment avoir bien posé les indications. Il ne faut plus être dans cette tendance à vouloir donner des antibiotiques à tout va. Là, c'est pareil pour les anti-inflammatoires, pour les IPP, les inhibiteurs de la pompe à protons. Tout ça, ça peut altérer la flore intestinale et être à l'origine de problèmes de santé. Et si on les accumule, défects génétiques, problèmes de mastication, stress, antibiotiques, là, on va avoir une explosion inflammatoire.